Bienvenue pour cette exploration d'un sujet vraiment clé pour tous ceux qui construisent le web de demain. Bonjour Assam. Comment faire le bon choix de framework back-end en 2025? C'est une décision fondamentale, on peut dire. Ah oui, absolument. Et pour nous guider, on s'appuie sur une analyse assez récente qui décortique un peu les options et les critères pour l'année prochaine. Exactement. Et ce choix, on le compare souvent. Enfin, le back-end, c'est un peu la salle des machines d'une application, hein. C'est ça. C'est là que toute la logique métier tourne, la gestion des données, l'authentification, la sécurité. Et le framework, c'est l'échafaudage qui structure tout ça. Mais c'est plus que technique, en fait. Ah oui. Oui, ce choix de départ, ça conditionne vraiment la trajectoire du projet. Sa capacité à monter en charge, sa robustesse, sa facilité à évoluer, c'est très stratégique. D'accord. Donc c'est bien plus qu'un simple outil de développeur alors. Tout à fait. L'analyse qu'on a consultée, elle insiste sur plusieurs facteurs essentiels à peser. Il y a d'abord, logiquement, les besoins du projet lui-même. Bien sûr. Sa complexité, est-ce qu'il doit gérer beaucoup d'utilisateurs, ce genre de choses. Et évidemment, les compétences de l'équipe. Oui, quel langage il maîtrise le mieux, c'est la base. C'est ça. Et l'analyse lie ça directement aux questions de performance et d'évolutivité. Logique? Un projet en temps réel, un chat par exemple, n'aura pas les mêmes besoins qu'un site vitrine, c'est évident. La capacité du framework à tenir la charge et à s'adapter si ça grandit, c'est critique. Un autre point qui ressort beaucoup, c'est l'écosystème autour du framework. Mhm. J'imagine que ça couvre les bibliothèques, la doc, mais aussi la communauté en général. Exactement. La vitalité de la communauté, c'est fondamental. Quand on est bloqué sur un bug à 2 heures du matin, Oui, ça aide. une communauté active, ça n'a pas de prix, quoi. C'est un gage de support, de solutions rapides et d'innovation aussi. Et la sécurité, l'analyse en parle. Ah oui, critère non négociable, comment le framework aide à prévenir les failles classiques et sa réactivité face aux vulnérabilités. C'est important de regarder l'historique. Choisir un framework, c'est choisir une approche de la sécurité en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Bon, alors, concrètement, si on regarde les options mises en avant par notre source pour 2025, qui on trouve? Alors, on retrouve des noms bien connus. Node.js est cité. Bon, techniquement, c'est un environnement d'exécution JavaScript. Oui, pas un framework pur. Bloquante. Très performant pour les applications avec beaucoup de connexions simultanées. Genre les API, le temps réel. C'est ça, souvent utilisé avec Express.js d'ailleurs, qui lui est un framework minimaliste pour Node, très flexible. D'accord. Et côté Python, Django, j'imagine. Effectivement, Django est présenté comme le framework batterie incluse. Ah oui, l'expression classique. Voilà, il fournit énormément d'outils clés en main, un ORM puissant pour parler à la base de données sans SQL complexe, l'admin, etc. Idéal pour développer vite et de manière sécurisée. Ils sont opposés, plus légers. C'est Flask, un micro-framework Python beaucoup plus léger, oui, si on préfère choisir et assembler ses composants soi-même. Intéressant ce contraste. Et PHP, toujours très présent. Laravel est mis en avant. L'analyse souligne son élégance, sa syntaxe agréable, son écosystème très riche. Avec Eloquent, Blade. Exactement. Eloquent, l'ORM, Blade pour les vues. Il a vraiment redonné un coup de jeune à PHP. Et Ruby on Rails, Hmm, toujours dans la course. toujours pertinent, oui. Sa philosophie, convention plutôt que configuration, ça reste très apprécié pour prototyper rapidement, notamment dans les startups. Ça accélère vraiment le développement au début. On voit aussi Spring Boot pour Java. Oui, cité comme la référence pour les grosses applications d'entreprise, robuste, à grande échelle, très fort sur l'écosystème Java et le support des microservices. Et l'analyse mentionne aussi des frameworks peut-être plus récents à surveiller. Oui, quelques noms émergents, Nest.js, qui s'inspire d'Angular mais pour Node.js. Ah oui. Phoenix, basé sur Elixir, très axé performance et concurrence. Et FastAPI en Python, super populaire pour créer des API très vite. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il n'y a vraiment pas de meilleur framework dans l'absolu. C'est le message clé, oui. C'est une illusion. Le choix optimal, c'est un arbitrage. Un équilibre. Voilà. Un équilibre complexe entre les besoins du projet, les compétences de l'équipe, la performance voulue, la culture de développement et la vision à long terme. Un mauvais choix peut vraiment plomber un projet. Exactement. Alors qu'un bon choix, c'est un accélérateur formidable. Donc, la conclusion, c'est bien peser tous ces facteurs avant de se lancer. Prendre le temps de choisir. Tout à fait. Et peut-être une petite pensée pour terminer, pour ouvrir un peu la réflexion. Je vous écoute. Avec l'intelligence artificielle qui s'intègre de plus en plus dans nos outils de développement, comment est-ce que ça pourrait influencer l'évolution même des frameworks back-end? Intéressant. Est-ce qu'on verra émerger des architectures qui s'adaptent toutes seules ou des frameworks capables de générer du code back-end à la volée? C'est une piste assez fascinante pour l'avenir, non?